Est-ce que vous connaissez MT180, ma thèse en 180 secondes? C'est un concours francophone où on présente sa recherche, en 180 secondes donc, à un public non connaisseur. Chaque université organise son concours à l'interne, puis il y a une finale régionale, puis nationale, puis internationale. Le concours a un versant anglophone qui a été instauré plusieurs années avant sa version francophone. J'ai participé, back in the days, à la première édition francophone en 2012, en tant qu'étudiante donc, et j'ai été aussi jurée de la finale nationale il y a peut-être 3-4 ans. Et je sais que ce concours peut parfois diviser les gens, certains qui le trouvent très bien, d'autres qui le trouvent très néfaste, et je me suis dit que c'était l'occasion d'en discuter. Moi, je vous donne mon avis, et je vous laisse évidemment donner le vôtre en commentaire. Cela dit, avant de vous dire ma conclusion, ce que j'en pense, je vais peut-être vous raconter mon expérience. Alors en 2012, c'était la première fois que c'était importé au Québec, et pour l'instant c'était juste au Québec, hein. C'est passé à la France l'année d'après, puis ça a été ouvert à toute la francophonie par après dans les années qui ont suivi. Moi en 2012, je finissais ma maîtrise de recherche, ce qui est dans le système québécois l'équivalent d'une mini-thèse française, dans le sens où c'est 2 ans de recherche. À l'époque, le concours était ouvert à nous, en maîtrise, mais ça a été fermé à ses étudiants par la suite, en fait pour se conformer au système européen, où la maîtrise n'a pas vraiment d'équivalent. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça illogique que j'ai participé en 2012 alors que j'ai fini mon doctorat en 2019, c'est parce que c'était pas le même diplôme que je faisais. Mais bref, tout ça pour dire qu'au moment où le concours a eu lieu, j'étais à la fin de ma recherche et j'avais donc passé les 2 années précédentes à participer à tous les concours de recherche qui passaient parce que ça m'amusait, donc j'allais pas m'arrêter maintenant. Et j'ai participé d'abord à la sélection dans mon université, j'avais gagné le premier prix et le prix du public, ce qui me sélectionnait en même temps pour l'étape finale qui était l'étape nationale, puisqu'il n'y avait pas encore d'étape internationale. À la fin de l'étape de Polytechnique, donc mon université, il y a une des membres du jury qui est une vulgarisatrice aguerrie du monde des médias au Québec, qui m'a félicité, mais qui m'a dit que ma présentation était bien, mais déjà un peu trop vue. Qu'il fallait plus que je parle de ce que je faisais moi. Parce que finalement, j'avais un peu plus raconté l'histoire de mon laboratoire, où on traitait le cancer. En fait, on avait une belle histoire à l'échelle du laboratoire, comme un peu tous les laboratoires. Tout le monde a un petit discours clé qui définit le champ de leur travail, souvent avec des métaphores qu'on réemploie à foison, d'année après année. Chose que j'avais évité d'ailleurs, j'avais pas envie de m'approprier des analogies qui ne me correspondaient pas. Mais bref, j'avais raconté beaucoup plus l'histoire du lab que l'histoire de mon projet à moi, qui est une sous-branche du laboratoire. Il se trouve que le laboratoire dans lequel je travaillais faisait la une des journaux tellement régulièrement que l'histoire du laboratoire était connue, il n'y avait rien de vraiment neuf dans ma présentation. Du moins pour une journaliste aguerrie comme cette membre du jury. Et donc entre la finale de l'université et la finale nationale, j'ai tout changé. J'ai pas gardé une seule ligne en commun entre ces 2 versions-là. Je l'ai écrit, j'ai présenté mon texte à un prof de mon université qui me coachait en quelque sorte. Le même prof dont je vous parlais sur la conférence qui a été une claque pour moi, je vous mets la vidéo en description. Bref, je me souviens plus trop de ses retours, il me semblait pas que c'était très majeur, il m'avait surtout conseillé de changer ma chute de mémoire. J'ai appris mon texte par cœur, parce qu'en moins de 3 minutes, je trouve ça difficile d'improviser, et je me suis présentée le jour J. On était 10, et j'étais la première à passer. Pour être honnête, je me souviens pas de grand chose, j'ai pas souvenir d'avoir été particulièrement stressée, je me souviens surtout de la douleur, parce que ça faisait 3 mois que je pouvais plus m'asseoir à cause d'un problème dans le dos, qui est bien résolu depuis. Et donc pour moi, être assise pendant le concours, c'était problématique, et me lever pour aller faire la présentation, c'était un peu la libération. Donc finalement, j'avais pas trop de stress de performance. Quand on m'a appelé donc, libération, je me lève enfin, je suis montée sur la scène, et puis j'ai fait mon speech que vous pouvez probablement retrouver sur YouTube d'ailleurs. Je me souviens particulièrement du regard de 2 personnes dans l'audience. Un prof de mon université, un autre, qui hochait la tête pour m'encourager, et une femme qui allait passer juste après moi et dont le regard était vraiment hyper encourageant, quasiment maternel. J'ai fini pile. Attends, je suis redescendue, j'ai regardé tous les autres. Il y avait vraiment un bon niveau et c'était vraiment super intéressant de découvrir autant de sujets de recherche différents. C'est rare, quand on fait de la recherche, de sortir à ce point de son champ et d'en découvrir autant d'un coup. Donc c'était très enrichissant. Je me souviens absolument pas de l'annonce des résultats, évidemment, puisque ma tête était ailleurs. J'avais gagné quand même. Ça, je m'en souviens. Et ça m'avait amené à faire mes 2 premières radios, donc La Tête au carré, qui est une émission scientifique française qui avait fait le déplacement de Paris à Montréal, et Les Années-Lumière, qui est aussi une émission de radio, qui est un petit peu l'équivalent québécois. Après avoir fait ce concours, cette expérience a fait un petit peu son chemin dans ma tête. J'ai fini par être convaincue que le blog que je faisais depuis plusieurs années déjà
c'était plus pour moi. Ce contact avec le public, la possibilité de s'exprimer avec des intonations, des pauses, de l'humour, je savais le faire en parlant, mais à l'écrit, je sais pas, je voyais pas comment le faire exister. Et donc j'ai décidé d'arrêter le blog et 1 an et demi plus tard, je commençais ma chaîne YouTube. En un sens, cette expérience a tracé le chemin des 8 années qui ont suivi, et probablement des suivantes encore. Je peux donc difficilement dire du mal de ce concours. Et pourtant, je vais le faire quand même. Alors, commençons par les aspects positifs, parce que je pense que vous en avez déjà deviné quelques-uns. C'est une super opportunité de travailler sur la communication de sa recherche. Les analogies, les métaphores qu'on va travailler pour ce texte vont nous être utiles toute notre vie, à chaque fois que l'on nous posera des questions sur ce travail. Parce que quand on a fait un doctorat, on nous demandera toujours quel était le sujet de notre thèse. Et d'ailleurs, dans ma présentation, si vous allez la regarder, vous verrez qu'il y a une analogie avec un pantalon de jogging qui est vraiment resté dans la tête des gens. Et on m'a encore parlé de cette présentation il y a pas si longtemps, il y a peut-être 1 an ou 2, c'était en 2012 donc, et on se souvenait de mon analogie. Donc trouver une analogie puissante pour expliquer son projet, ça reste dans la tête. Ensuite, c'est une super opportunité d'expliquer ses travaux à d'autres personnes et qu'il y ait de l'écoute, parce qu'il y a un public pour ma thèse en 180 secondes. Et c'est pas parce que vous avez envie d'expliquer votre projet que vous avez forcément un public. Donc là, ce contexte-là crée un espace où on peut parler de notre projet et que ça intéresse. Participer à ce concours aussi, c'est des super compétences qu'on développe pour l'expression orale. Et dans la vie, on a toujours un moment où on doit parler devant un public. Et ma thèse en 180 secondes, c'est un peu c'est l'épreuve du feu, quoi. Alors, c'était pas mon cas à l'époque parce que c'était uniquement québécois, mais je pense que l'expérience humaine des finalistes internationaux doit être assez folle. Ça doit permettre de rencontrer des gens de tous les horizons, et ça, c'est super précieux. Et si on gagne, c'est super, particulièrement si on veut se faire connaître dans ce milieu. Mine de rien, c'est une ligne sur le CV, c'est un investissement de temps, et faire MT 180, c'est assez reconnu. En tout cas, ça démontre une volonté d'ouverture à la communication de la recherche. Et pour ceux qui perdent, ça a quand même été une expérience très enrichissante, et je pense que c'est toujours très intéressant de participer. Pour le public, c'est une super occasion de voir ce qui se fait. C'est rarement exposé autant de sujets aussi variés, et divertissants, parce qu'ils sont rendus divertissants par la présentation, donc je pense qu'il y a une vraie pertinence. Les inconvénients maintenant. J'avais mon propre avis sur les défauts de ce concours, mais je suis aussi allée lire l'avis d'autres personnes qui sont parues dans des journaux, dans des articles. Si on met de côté la façon dont ils communiquent leur haine envers ce concours, ma foi, et qu'on ne s'intéresse qu'au fond, il y a quand même quelques réflexions intéressantes que je combine avec les miennes. Quand j'ai regardé les gagnants et les gagnantes des années qui ont suivi, j'ai été assez surprise de découvrir ce qui ressemblait parfois, pas toujours parfois, à un concours de stand-up. La présence de l'humour était hyper présente. On avait un vrai show avec une grosse part de divertissement par rapport à la quantité de science qui était communiquée. Au début, ça m'a fait bizarre parce que je trouvais qu'on dénaturait un peu le concours de vulgarisation pour le transformer en un concours de stand-up. Mais je suis complètement revenue sur cette position, déjà parce que c'est pas tout le monde, mais aussi, selon moi, le ratio entre science et divertissement est représentatif du public auquel on s'adresse. Plus on a un public vaste non expert, plus l'aspect divertissement deviendra prépondérant pour que ce que l'on communique puisse parler à une grande majorité de personnes. Et ma thèse en 180 secondes, avec l'ampleur que ce concours a pris, il est devenu beaucoup plus grand public que ce qu'il était à mon époque. C'est donc une évolution que je considère comme normale, qu'on peut regretter parce que les présentations peuvent contenir moins de substance, ou que l'on peut féliciter parce que c'est encore plus inclusif et ça permet à plus de personnes de s'intéresser à la science. Notez bien que je généralise, toutes les présentations ne sont pas comme ça, loin de là, il y en a plein qui restent très proches de la science, je parle d'une tendance. Autre point négatif, c'est un concours hautement injuste. Mais en fait, c'est le propre de tous les concours. On dépend énormément du jury qui est en face de nous. Si vous faites un certain type de science, sciences dures, humaines, sociales, peu importe, et que vous avez un jury de personnes dans un autre type de science, ou qui ont moins d'affinité avec la science que vous faites, forcément, ça va être plus dur de gagner, quoi. Un concours comme ça ne juge pas que votre talent de communication, il mesure aussi l'adéquation de votre communication avec l'ensemble du jury. C'est le facteur humain qu'on peut pas enlever. Mais ça, c'est pas ma thèse en 180 secondes qui crée ça. C'est le fait que ce soit sous le format de concours. Donc si on reproche ça, c'est qu'on est contre tous les concours du monde. Ce qui s'entend, surtout si on n'est pas habitué. C'est d'ailleurs peut-être un peu moins courant en Europe, mais en Amérique du Nord, il y a tout le temps des concours. Dans les 2 ans qu'ont duré ma maîtrise, j'ai participé à au moins une dizaine d'entre eux. Donc il y en a.
Autre problématique, la sexitude des sujets. On va pas se leurrer, il est évident qu'un projet de recherche qui promet de révolutionner le monde a plus de chances de gagner qu'un autre qui promet d'aller acquérir une connaissance hyper fondamentale qui n'a pas encore d'intérêt aujourd'hui. Oui, c'est certain. Je l'ai vu moi-même. J'avais la chance de mon côté pour tous les concours auxquels je participais pendant ma maîtrise parce que le thème de ma recherche à cette époque-là était sexy. Ce qui n'était plus le cas pour mon projet de doctorat, et j'ai complètement vu la différence sur les résultats des concours d'ailleurs. Donc oui, c'est seulement les plus sexy qui sont mis en avant, mais c'est comme ça que ça fonctionne partout. Un petit chat mignon a beaucoup plus de succès qu'un petit chat moche. Les médias traditionnels, quand ils parlent de science, c'est les sujets les plus sexy qui sortent. C'est parce que c'est ça qui intéresse le public. Si on reproche ça à ma thèse en 180 secondes, c'est vrai, mais je pense qu'on inclut tous les médias du coup. Ça veut pas dire qu'il y a des sous-recherches, ça veut dire qu'il y a des recherches plus faciles à communiquer que d'autres. Et c'est pas grave, c'est pas un jugement de valeur. Mais oui, c'est injuste. Comme d'habitude, je suis quand même assez nuancée dans mes propos. Il y a des défauts qui sont intrinsèques à ce qu'est ma thèse en 180 secondes, et j'entends qu'on puisse vouloir s'en détacher. Cela dit, je pense que les bénéfices de participer à ce concours excèdent largement les inconvénients. Et puis, rappelons que certes c'est un concours, mais l'apprentissage se fait dans le simple fait de communiquer. Communiquer à l'échelle de son université, c'est génial. On récolte la majorité des bénéfices annoncés. Ne faites pas le concours pour l'éventualité du gain, mais pour le chemin que vous aurez à parcourir. Alors parmi vous, qui participe ou a déjà participé à ma thèse en 180 secondes? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous partagez mon point de vue? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a intéressé, et puis on se retrouve lundi prochain. Bye!